Et salut à tous, c'est Tommy. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du trailer de The Northman, trailer qui est sorti il y a un mois maintenant. Et on va voir plusieurs choses parce qu'il y a plein de trucs à dire dessus. Donc, niveau historique, bien sûr, et ce sont des choses intéressantes dans un sens et dans l'autre parce qu'il y a des super trucs et des trucs un peu moins bien. Pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, je fais de la reconstitution historique scandinave période viking depuis 2015 et je me suis un peu spécialisé là-dedans, bien sûr. J'ai pas mal de bouquins qui me permettent de me renseigner, comme par exemple celui-là dont on parlera aujourd'hui. Et donc, je ne suis pas historien, je ne prétends pas l'être, mais je connais des trucs. Voilà. J'ai vu que d'autres personnes ont déjà sorti des vidéos là-dessus, mais je ne les ai pas encore regardées pour ne pas me faire influencer. Notamment, j'ai vu que voilà, The Welsh Viking a sorti une vidéo là-dessus, ainsi que Histoire appliquée. Alors là, c'est une autre vidéo d'Histoire appliquée, mais voilà, je sais qu'il a fait une vidéo là-dessus. Je ne les ai pas regardées, histoire de ne pas me faire influencer par ces influenceurs. Voilà, donc c'est parti. Bon, déjà, première chose que j'aime bien, c'est que le film ne s'appelle pas The Viking ou quoi, il s'appelle The Northman, parce que les gens de l'époque ne s'appelaient pas forcément des vikings entre eux. Bon, déjà, les vikings, c'est une portion de la population scandinave, et à ce moment-là de l'histoire, le mot viking n'était pas forcément utilisé, et les gens ne s'appelaient pas entre eux des vikings. Donc c'est déjà bien, c'est déjà un pouce bleu pour moi. Alors voilà, il y a pas mal d'acteurs super, bon, il y a plein de choses à voir. Alors déjà les deux corbeaux d'Odin, Hugin et Munin. Il y a un truc qui m'embête dans ce fort, c'est qu'il n'y a pas de champs autour ou quoi que ce soit. Alors certains pourraient dire oui, mais pourquoi les champs seraient pas à l'intérieur de la forteresse et tout ça. Il y a peu de chances qu'une forteresse comme ça ait tous ses moyens de se nourrir à l'intérieur des murs. Et il n'y a pas de port non plus, si on revient un tout petit peu en arrière. Voilà, on voit qu'il n'y a pas... Enfin, c'est peut-être aussi parce que l'image est très sombre et que même si c'est du 1080p, la compression est un peu dégueu. Mais voilà, on voit qu'il n'y a pas vraiment de champs, de choses comme ça. À l'intérieur, il y a principalement des maisons, des habitations. On voit qu'il y a une sorte de maison longue en haut. Et ça d'ailleurs c'est top parce que la forme ressemble beaucoup à ce qu'on peut avoir sur des grandes maisons longues de l'époque. Pareil pour les bateaux qui ressemblent beaucoup à des vrais bateaux de l'époque, donc ça c'est top. Mais voilà, comme pour beaucoup de films et beaucoup de séries, en fait il n'y a rien autour de la forteresse et c'est peut-être un peu dommage. Comment vont se nourrir ces gens s'ils habitent à aussi nombreux dans une forteresse sans champs? Petit truc aussi sympa, c'est qu'on a assez peu de sources pour les bannières, mais si les bannières ressemblaient à quelque chose, elles ressemblaient sûrement à ça. Et on en voit dans la tapisserie de Bayeux. Alors ce n'est pas viking à proprement parler, mais c'est contemporain de la toute fin de l'ère viking. Et c'est sûrement une des seules sources qu'on aura pour un moment concernant les bannières vikings, si les vikings en ont eu. On a 2-3 trucs à dire aussi sur la tenue. Alors bon, on est à 15 secondes du trailer, on a déjà dit plein de choses, mais voilà. Il y a des choses super intéressantes sur cette tenue et en même temps des choses un peu bof. On va commencer par les choses un peu bof, notamment ces crochets ici qui sont utilisés pour fermer la cape. Ce ne sont pas vraiment des crochets vikings et ils sont pas utilisés normalement pour fermer une cape, mais plutôt pour fermer des chausses ou des bandes moltières, donc les bandes qu'on met sur les mollets. Donc dommage que ça soit utilisé là, surtout qu'il y a plein de manières de porter des capes et on en verra certaines en suivant. Aussi, truc intéressant, on voit qu'il a une broche en argent et effectivement l'argent est quelque chose d'utilisé chez les vikings. C'est dommage parce que c'est une broche ronde et les broches rondes comme ça, les petites broches rondes, c'est pas vraiment utilisé par les hommes généralement. Je vous mets celle-là un peu plus près. Donc ouais, c'est dommage parce que ce genre de broche, c'est rarement utilisé par les hommes, c'est plutôt porté par les femmes, les petites broches rondes. Cela dit, c'est une broche en argent et pour quelqu'un de la haute société scandinave, c'est logique d'avoir des bijoux en argent. Si on continue sur ce que porte ce jeune garçon, on voit qu'il a des galons sur sa tunique et ça, ce sont des galons qui sont un peu fantaisistes mais qui auraient pu exister. Ceux-ci sont beaucoup plus réalistes. Et ce qu'ils ont de juste aussi, c'est que ce sont des galons très fins, parce que souvent en reconstitution, on voit des galons assez épais, alors qu'en vrai, ils devraient être plutôt fins. Les sources disent entre
1 centimètre et 1 centimètre et demi à peu près. Aussi, la disposition de son galon fait beaucoup penser aux broderies qu'il y a sur une tunique qui est assez connue, qui est la tunique Mamen. Là, vous avez une photo qui s'affiche normalement d'un copain qui en a fait faire une, et vous voyez la disposition des broderies et des galons se ressemblent. On continue rapidement sur les vêtements. On remarque que ils portent de la laine tissée en forme de diamant. Alors c'est très bien que ça soit de la laine, c'est dommage que ça soit de la laine diamant parce que, à ma connaissance, il n'y a pas de source montrant que l'armure diamant était portée par les hommes. Cela dit, c'est une armure, donc un type de tissage qui existe à la période viking et des gens en portaient à cette époque-là, donc c'est très bien. Aussi, il a une sorte de bonnet avec de la fourrure autour, et c'est pas mal qu'il ait plutôt un bonnet qu'une capuche, parce que les capes à capuche n'existent pas à l'époque viking. Ah oui, petite précision aussi, là je vais vous donner un avis historique sur ce que je vais voir, mais le fait que je dise que ce n'est pas sourcé, ça ne veut pas dire que c'était impossible à l'époque, et ça ne veut pas dire qu'ils étaient incapables de faire certaines choses, ça veut juste dire que les indices montrent qu'ils ne l'ont peut-être pas fait, et même sûrement pas fait. Voilà, enchaînons sur ce magnifique casque en résine. Cela dit, ce qui est intéressant, c'est que c'est un casque qui ressemble à des casques historiques. Alors c'est pas, à ma connaissance, une repro d'un casque historique. Si vous connaissez des sources que je ne connais pas, n'hésitez pas à les donner dans les commentaires. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il a un casque à nasal qui est plutôt conique, qui ressemble beaucoup en décoration à ce qu'on a sur le casque de Saint Venceslas par exemple. Il y a aussi des décorations d'entrelacs qui ressemblent beaucoup à des casques de la période Vendel, donc de la période qui est avant l'ère viking. Aussi, on remarque qu'il a des bagues. Alors c'est dommage parce que je ne crois pas qu'on ait déjà retrouvé des bagues sur les hommes, dans les tombes en tout cas, même sur les hommes très riches. Pas à ma connaissance, si vous connaissez des tombes d'hommes scandinaves qui ont porté des bagues, n'hésitez pas. Aussi, on remarque qu'ils portent des vêtements qui ont l'air d'être en laine, et la fourrure est utilisée comme décoration, et pour tenir chaud, elle est à l'intérieur. Donc on n'a pas une fourrure juste bêtement posée comme ça sur les épaules, c'est très bien. On voit aussi qu'il a un bouclier rond, et j'avais fait toute une vidéo pour parler du bouclier viking, et je vous la conseille bien sûr. Here, the king, my lady. On voit qu'il a encore une petite fibule là pour fermer son col ici. Alors c'est dommage parce que on voit que c'est une fibule de plus pour mettre une décoration de plus pour montrer que c'est un personnage de relativement haut statut. Sauf que ça n'a pas de sens de mettre une fibule comme ça qui est très très simple, pas très décorative. Et éventuellement sa première broche ronde aurait pu suffire à fermer les deux vêtements et ça aurait bien rendu. Ah, aussi la forme de la tunique comme ça avec un amigo est historiquement prouvé aussi, historiquement sourcé, donc très bien. En arrière-plan, on voit une robe simple avec un col rond, et ça aussi c'est très cohérent sur la période viking d'avoir des cols ronds comme ça. Et on voit qu'elle a une petite broche ronde décorative, donc très bien. The king. Ici aussi, on voit Nicole Kidman avec une robe plissée, et on voit que voilà, il y a plein de plis au niveau du col, et ça aussi, c'est corroboré par les fouilles archéologiques, et il y en a pas mal qui ont été retrouvés, notamment sur le site de Birka en Suède actuelle. Your fate is set and you cannot escape it. Il y a un truc qui m'embête un peu, c'est qu'ils ont beaucoup de trucs comme ça dans les cheveux. Alors bon, là on le voit pas très bien, mais ouais, ils ont tout le temps des espèces de bandeaux métalliques comme ça dans les cheveux. Et à ma connaissance, il n'y a pas de source pour ça. Alors éventuellement, il y a des galons qui sont en fait comme ça, qui ont été retrouvés sur certaines tombes, notamment avec des fils métalliques pour porter une sorte de voile, mais tout seul comme ça. Enfin, ça fait partie des trucs qui se font plus trop, même si ça se faisait beaucoup avant en reconstite. Mais en fait, on s'est rendu compte que ça n'avait pas trop de sens. Au passage, l'éclairage est pas mal du tout, et le réalisateur qui a fait ça, c'est Robert Eggers, qui a notamment réalisé The Lighthouse, avec le duo Robert Pattinson, Willem Dafoe, et voilà, super réalisateur. Et d'ailleurs, Willem Dafoe est aussi dans le film, et il y a certains acteurs avec qui il a déjà travaillé qui reviennent, notamment Anya Taylor-Joy. One day this kingdom will be yours. Là, on voit qu'il a une déco en plus, et ça laisse entendre que son père lui a ramené de voyage. Et cette déco, c'est ici
Enfin, je dis cette déco comme si c'était une sorte de meuble ou quoi. Mais voilà, ce qu'on voit, c'est cette grosse pièce ici, et ça fait beaucoup penser à un diorama abbasside éventuellement, ou peut-être que c'est une pièce qui viendrait de Byzance ou je ne sais quoi, je suis pas forcément calé sur tout. Et ça, c'est un truc qui est effectivement historique, où les Vikings, en revenant de voyage, ramenaient des choses comme des pièces et les transformaient pour que ça soit inclus dans des parures. Voilà, là, il y en a par exemple sur celle de ma compagne. Donc, il y a des pièces comme ça qui ont été mises en décoration avec des perles voilà, pour faire de la déco, et c'est sourcé également. Aussi, son collier, ça a l'air d'être un collier simple, soit en argent, soit en acier ou en fer. Je dirais plutôt en argent, vu qu'il a l'air vraiment très très brillant, très propre. Et il y a aussi des sources de colliers tout simples comme ça, avec juste un fil. Après, torsadé comme ça, je ne crois pas. Mais pareil, si vous avez des sources que je ne connais pas, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Viking. Aussi, ce qu'on voit là, c'est que le père, qui s'appelle Orvendil, selon le cast, porte une cotte de maille, et si on regarde vraiment bien ici, on voit que c'est une cotte de maille rivetée. Donc ce qui est très bien, parce que la cotte de maille rivetée est effectivement l'armure de prédilection du viking, du scandinave de la période viking. Et on remarque que c'est une cotte de maille qui remonte assez haut sur les bras, et effectivement, la cotte de maille à cette époque-là est plutôt une sorte de t-shirt de maille, et c'est relativement court. Donc très bien. Bon, nous parlerons très brièvement du costume de Nicole Kidman. Donc là, elle s'appelle Gudrun dans le film. Et il y a beaucoup de trucs fantaisistes en fait dans son costume. Le port de la fourrure comme ça, le fait qu'elle ait des tresses et tout, il n'y a pas vraiment de source là-dessus. Pareil pour ce qu'elle porte dans les cheveux, qui ressemble plus à une sorte de coiffe éventuellement latgalienne ou voilà, des pays baltes. Voilà, pas très sourcé pour du scandinave. Vêtements historiques. Et bon, petit spoil, hein, son père meurt. Ce qu'on voit par contre, on voit quand même pas mal de petites choses intéressantes, notamment il a une fibule toute simple pour tenir sa cape. Enfin, je dis toute simple, mais en vrai c'est peut-être une fibule chardon, je ne suis pas sûr, et ça ressemble beaucoup voilà, à ce genre de fibule. C'est très historique, et la fibule pénannulaire, donc avec cette forme-là, est effectivement une fibule très répandue chez les peuples germaniques comme les Scandinaves et d'autres peuples d'origine germaine. Il a une cape qui ressemble également à la cape de Mamen, avec des galons en décoration sur le côté. Il a une très belle épée que je n'arrive pas à identifier, mais qui est très proche de ce qu'on retrouve à l'époque viking. Et malheureusement, il a une ceinture avec le nœud du reconstituteur. Donc c'est dommage parce que c'est un truc qu'on voit beaucoup en reconstitution, mais qui est pas très juste. C'est dû au fait que quand on achète une ceinture avec un mordant et une boucle montée, quand on ne sait pas le faire soi-même, eh ben l'artisan, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire une ceinture suffisamment grande pour que tout le monde rentre dedans, sauf que du coup, elle va pas être ajustée. Et donc, pour faire en sorte que ça soit relativement ajusté, on a tendance à faire ce nœud, ce qu'on appelle le nœud de la reconstitution, le nœud du reconstituteur. Sauf qu'en vrai, les pièces de fouille et les sources montrent que tout ça, c'était relativement ajusté, et que, en fait, le pendant était très très proche de la boucle dans les tombes, ce qui laisse penser qu'il n'y avait pas de pendant en trop. Sauf sur certaines rares ceintures, voilà, qu'on a retrouvées par exemple avec beaucoup de plaques comme ça, mais qui sont des ceintures d'importation, donc qui ne sont pas typiquement scandinaves. Sinon, une fois de plus, il donne l'impression de porter de la laine, et c'est très bien parce que c'est le matériau de base du vêtement scandinave de l'époque, donc très bien. Et aussi, je n'ai pas parlé des couleurs, mais les couleurs sont très réalistes, les teintures sont très réalistes. Moment très intéressant. On voit beaucoup de choses dans cette scène de pourtant quelques instants. Tout d'abord, le casque qui est très très inspiré du casque de Geirmundbuch, qui est un casque qui a été retrouvé en Norvège. Même si en ce moment, il y a des papiers qui parlent du fait qu'il n'aurait pas été porté par un viking, mais peut-être plutôt par un russe. C'est dommage parce que le facial est très très proche de ce qu'on a retrouvé sur la pièce de fouille, mais tout le reste autour ne l'est pas forcément, notamment la maille qui est accrochée aux lunettes, le fait qu'il y ait une bande de laiton décorative et tout. Et c'est dommage parce que
c'est le seul casque viking qu'on ait retrouvé entier de l'époque. Donc, pourquoi ne pas l'utiliser tel qu'il est ? Donc voilà, c'est vraiment dommage parce que c'est presque bien et pas tout à fait. Aussi, on voit qu'il porte une fourrure, mais bon, on reviendra dessus. Sinon, bonne chose, c'est que à sa gauche, donc à la droite de l'écran, on voit qu'il y a quelqu'un qui porte une sorte de masque et surtout qui s'est fait une capuche avec sa cape. Et c'est bien parce que c'est pas une cape à capuche, mais c'est une capuche, c'est une cape portée pour faire une capuche, ce qui est cohérent avec les sources qu'on a sur les capes de l'époque. Il a aussi une fibule toute simple, donc qui ressemble à une fibule chardon, une fibule pénannulaire toute simple. De l'autre côté, on voit un homme avec un capuchon arrondi qui ressemble beaucoup au capuchon type Edebi ou Aitabu, donc en actuelle Allemagne, mais qui était au Danemark à l'époque, et dans l'histoire on sait que ce sont justement des Danois, donc très très bien. On a d'autres détails, mais bon, on va pas s'arrêter sur tout, sinon ça prendra des heures. Là on voit Björk qui représente une sorte de prêtresse. Alors j'ai regardé dans le casting, ils disent que c'est une prêtresse slave, et bon, il y a certains trucs. Effectivement, l'espèce de bandeau comme ça, duquel pendent des boucles, ce sont ce qu'on appelle les boucles temporales. C'est effectivement un truc qui existe. Pour le reste, ça m'a l'air assez fantaisiste, mais une fois de plus, je ne suis pas expert des Slaves. Peut-être qu'en fait, ça montre quelque chose de réaliste. Aussi, elle a une coiffe en épi de blé et... je trouve ça relativement intéressant. Pareil, je ne sais pas si ça a des réelles sources, mais au final, avoir une prêtresse avec des épis de blé comme ça, je trouve que ça fait écho aux volures, ou les volvas au pluriel. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait toujours pas réellement si la volva viking est quelque chose, si c'est un mythe ou une réalité. Mais souvent, dans les tombes qui ont été identifiées comme des tombes de volures, en fait, ce qu'on voit, c'est que ça pourrait être aussi des tombes de personnes importantes au niveau agricole. Donc... le fait qu'il y ait des épis de blé comme ça sur une prêtresse, je trouve que ça apporte un écho sympathique. Voilà, on voit un peu plus cet homme. Donc c'est vraiment dommage parce qu'il y a des trucs sympas et puis des trucs nuls en même temps. Bon, on a déjà parlé du casque. Aussi, il porte un clibanion byzantin. Merci Jocelyn de m'avoir trouvé la source d'ailleurs. Vous avez des iconos qui s'affichent à l'écran. Il a aussi une épée très richement décorée qui ressemble beaucoup à une épée type D qui est actuellement au musée de Stockholm. Et de Stockholm ? Je suis plus sûr maintenant. Vérifions dans le livre. Copenhague. Et il a une épée qui ressemble beaucoup à une autre épée qui est au musée de Copenhague. Hop, je ne sais pas si vous allez bien la voir. Dans tous les cas, je vais vous mettre un scan directement. Donc ça, c'est au musée de Copenhague et elle a été retrouvée au Jutland au Danemark. Et il se trouve que justement, l'histoire se déroule au Jutland au Danemark. Et d'ailleurs, on reparlera un peu de l'histoire en elle-même tout à l'heure. L'histoire avec un petit H. Donc très belle épée très décorée, mais c'est quand même une arme de guerre, c'est pas une arme décorative. Donc voilà, très, très bien de retrouver des choses comme ça sur quelqu'un de la haute société, parce que oui, ce qu'on va apprendre là, c'est que c'est l'oncle Fjolnir. Et si vous n'avez pas déjà les refs, peut-être que ça va venir là, parce que en fait le gamin aussi, il a un nom, il s'appelle Hamlet, et en fait ça raconte l'histoire de Hamlet. Si vous avez jamais lu ou vu de pièces de Hamlet, donc de Shakespeare, enfin qui a été rendu populaire grâce à Shakespeare, vous connaissez quand même cette histoire parce que c'est l'histoire du roi lion tout simplement, et en fait c'est ce qu'on va avoir là. Donc l'oncle tue le père, l'enfant s'enfuit, même si dans la version de Shakespeare c'est pas exactement ça qui se passe, mais voilà. Et ça fait écho à la Geste des Danois qui est écrite par Saxo Grammaticus au XIIe siècle. C'est potentiellement pour raconter des choses qui se sont réellement passées sûrement au Xe siècle, sauf que bon, c'est comme pour beaucoup de choses, c'est semi-légendaire, et à ma connaissance, il n'y a pas de source pour déterminer si c'est réellement passé comme ça, mais voilà, ça nous fait quand même une source semi-légendaire, un peu comme pour certains personnages comme Ragnar Lodbrok et compagnie. Donc là, ce qu'on a, c'est cette histoire-là, c'est Hamlet ou le roi lion, voilà, en différent. Juste pour revenir à Tonton Fjolnir, je trouve dommage que
un personnage avec autant d'éléments riches et éventuellement même d'éléments importés porte une fourrure comme ça, enfin on dirait un tapis un peu dégueu, porté sur les épaules. C'est pas très cohérent. Alors peut-être que ça trouvera cohérence dans l'histoire en elle-même, peut-être que c'est pour cacher son armure ou je sais pas quoi, mais il n'y a aucune source parlant de fourrure comme ça, de mouton jeté sur les épaules pour faire une cape. Il y a certaines sources qui sont à prendre avec des pincettes pour d'autres fourrures. On y reviendra. I can feel now. Petit arrêt sur image, les constructions et les toits sont très proches de ce qu'il y avait effectivement à l'époque viking. Très bien. Donc le gamin s'enfuit et revient une fois qu'il est adulte pour se venger. Donc vous voyez, c'est vraiment Hamlet ou le roi lion, hein. C'est la même chose. Why would he stow away to such a hellish place? Petit arrêt sur image aussi, donc on a le personnage d'Anya Taylor-Joy qui arrive. Les vêtements sont plutôt historiques, même si vous verrez qu'il y a beaucoup de décorations sur des vêtements pourtant d'esclaves. Sinon on remarque aussi un bouclier rond avec un numbo, une bosse en métal, et ce bouclier est très réaliste, il est très très proche de ce qu'on retrouve sur les sources, il est peut-être un peu petit pour la taille de son porteur, mais sinon très très bien. To find what was stolen from me. And what the Donc là on a le personnage vu un peu plus près et vous voyez qu'il y a des broderies sur les vêtements, donc ça laisse entendre soit que c'est un vêtement qu'elle a gardé sur elle et qu'elle s'est fait enlever avec ce vêtement là mais qu'à la base elle était peut-être riche aussi, soit que au département des costumes ils se sont foirés. Je ne sais pas. Autre truc que je trouve vraiment dommage, c'est la ceinture en galon sur le personnage derrière, le personnage d'Hamlet. Et même si les galons existent à la période viking, il n'y a aucune source qui parle de galons en ceinture à la période viking sur les vikings. Et puis encore moins de grosses ceintures comme ça. Voilà. Donc, dommage. Voilà. Ah oui, un truc que je voulais vous montrer aussi sont les chaînes qu'on a ici et qui sont très proches de ce qu'on a retrouvé à Birka, donc toujours Birka en Suède. Et ce sont des chaînes d'esclaves avec des colliers aussi et il y a des menottes qui vont avec, donc très très bien, très proche de l'historique. is that? The kingdom. Ici aussi, on voit que c'est une épée à simple tranchant. Les épées à simple tranchant existent à la période viking. Cette épée-là, en particulier, on ne sait pas comment elle est à la pointe, parce qu'elle est partiellement détruite. En vrai, il y a peu de chances que celle-ci soit à simple tranchant, mais voilà, les épées à simple tranchant existent. Maison très réaliste. Et là, on a la scène qui montre vraiment tout le côté dommage de ce que j'ai vu dans ce trailer, c'est qu'il y a des super bonnes choses, mais qui sont parfois mal utilisées. Et notamment là, on a les broches ovales, donc les broches tortues, comme ce qu'on a ici aussi. Et ça, c'est une parure typiquement féminine. Donc on en a retrouvé un paquet. Quand je dis on, ce sont les archéologues bien sûr. Il y a un paquet de broches comme ça qui ont été retrouvées et c'est jamais sur un homme, toujours sur une femme que ce genre de bijoux est retrouvé. C'est en paire et en fait ça sert à suspendre le tablier suspendu. Et d'ailleurs ce qui est ironique c'est qu'on dirait qu'il porte un tablier suspendu mais c'est vraiment un tablier de femme, c'est un vêtement de femme. On peut aussi y suspendre des parures voilà, un peu décoratives, ça c'est ce que ma compagne a comme parure. On peut y mettre aussi son couteau par exemple, donc le couteau peut être suspendu directement aux broches tortues. Donc voilà, ça résume vraiment tout le côté dommage de ce film, c'est que ils ont des belles broches tortues qui sont assez proches des originales, mais portées n'importe comment. Donc je sais pas, peut-être que finalement ça tiendra sens dans le film à la fin, mais là comme ça, c'est pas le cas. Le costume du personnage d'Anya Taylor-Joy qui est un très bon costume parce que c'est une robe simple en laine, enfin ce qui supposément est de la laine. On voit très bien sur les coutures que c'est cousu à la main et pas à la machine. Donc très très bien d'avoir fait cet effort parce que en vrai, nous on s'en rend compte, mais en fait la majorité des gens ne se rendra même pas compte que c'est cousu à la main. Donc voilà, bel effort. On voit qu'elle a un col rond, ce qui est très courant sur les vêtements de la période viking et ce qui est très cohérent. Et elle a une sorte de châle mis en
en coiffe ou en voile, et ça aussi c'est très historique. On voit que en dessous elle semble avoir une sorte de robe, de sous-robe qui peut être en laine fine, ça peut être aussi du lin, peut-être du chanvre, et pareil, ça c'est très correct historiquement parlant. Aid for your enemies. Les bateaux sont très réalistes, une taille de hache réaliste, et pareil, ouais, les bateaux sont très bien faits. And night by night, we will carry out my pledge of vengeance. Ah, et là on voit un truc aussi donc, qui est assez intéressant, c'est l'apparition de guerriers fauves, de guerriers peaux, ce qu'on appelle aussi parfois les berserks, ou plus spécifiquement quand ils ont quand leur animal totem c'est le loup, des Ulfednar. Et c'est ce qu'on a là ici. Aujourd'hui, on ne sait toujours pas vraiment s'ils ont existé ou pas, s'ils ont été déformés ou pas par l'histoire, on ne sait pas quel était réellement leur rôle, s'ils ont vraiment existé, mais il y a pas mal d'occurrences différentes, notamment dans des sagas. Il y a un historien qui a fait sa thèse dessus, donc qui s'appelle, comment il s'appelle ? Il s'appelle Sanson quelque chose, Vincent Sanson. Et voilà, il a fait sa thèse entière là-dessus, et c'est un bouquin, si vous êtes intéressé par tout ce qui est berserk, guerrier fauve et tout, je vous le conseille, parce que c'est un livre qui parle bien de ça. I will avenge you, Father. Donc là, ils attaquent ce petit village, et un petit truc intéressant. Voilà, donc il prend la lance, il la relance dans l'autre sens, et Jocelyn, qui m'a aidé pour trouver la source du Clibagnon, me disait aussi que c'est quelque chose qui reprend vraiment une saga. Juste, je n'ai pas réussi à trouver quelle saga, donc si vous connaissez cette saga, allez-y, dites-la dans les sources en commentaire. Et aussi, c'est une copie vraiment de deux des plaques de Torslunda, donc qui sont des plaques qui ont été retrouvées sur l'île d'Hollande en Suède, et qui sont des plaques qui ressemblent un peu à ça. Au passage, celle-ci n'est pas à moi, mais je ne sais pas à qui elle est, donc si vous la voyez dans la vidéo, dites-moi, et venez la récupérer et boire une bière. Et donc, ce sont des plaques et des matrices en fait qui ont été retrouvées en Suède, et ça ressemble énormément à ça, donc voilà, c'est quasiment une repro en vrai. I will save you, Mother. Très bel éclairage. Des trucs que j'aime, des trucs que j'aime moins. Déjà, bon, les épées et le sax sont réalistes. Les épées sont de taille normale. Je vais en chercher une pour vous montrer. Ça, c'est une des miennes, c'est une épée sportive, donc elle n'est pas tranchante, mais sinon vous voyez que niveau dimension, c'est assez proche, et en fait même leurs lames sont plus proches en forme et en dimension que les miennes. Donc très très bien. Aussi à la ceinture, on voit qu'il a un séax, donc un grand couteau de guerre, et pareil, c'est cohérent, et les petites décorations en bronze et tout ça sont cohérentes avec les sources historiques. Donc très bien, même si je ne pense pas qu'un guerrier fauve ait porté ce genre de séax. Voilà, c'est peut-être dommage. Encore une des tablettes de Torslunda, donc très très bien. Les casques à cornes, ce n'est pas historique pour le combat. Cela dit, il y a plusieurs sources de casques à cornes pour des rituels, et là c'est pour ça que ça semble être utilisé. Et par exemple, une des plaques de Torslunda, il y a dessus exactement ça, hein, vraiment là c'est une repro de ce qu'on voit sur la plaque, et donc même si les casques à cornes n'existaient pas pour la guerre, ils existaient à l'époque, ils étaient sûrement très rares, mais voilà, il y en a certaines occurrences. Au passage, là cet homme, on voit qu'il a l'œil blanc, et c'est un truc qui est décrit dans les sagas pour parler des Ulfednar qu'on dit, enfin les berserks en général, les berserkiers, on dit souvent qu'ils ont les yeux complètement révulsés quand ils sont en transe berserk. Et là ça fait aussi un clin d'œil, lol, au personnage mythique Odin, bien sûr, donc qui a l'œil droit manquant. I'll kill you, Fjord. Hache réaliste. Ah oui, autre chose qui a fait beaucoup parler, la Valkyrie. Certains ont dit que avoir des bagues, c'était pas historique. Mais regardez bien, ce ne sont pas des bagues, et justement c'est super intéressant parce que ce sont des dents limées avec de la teinture dedans. Et en fait, ça, c'est historique. Et on a retrouvé des crânes avec ça sur les dents. Et en fait, voilà, ça existait. On pense même que Harald à la dent bleue, qui a donné son nom au Bluetooth ensuite, aurait eu ça sur ses dents. Il est possible que ça soit aussi juste parce qu'il mangeait beaucoup de baies qui lui rendaient les dents bleues. Mais voilà, il y a de grandes chances que ça soit ça aussi.
Si on reste sur ce personnage, on voit qu'elle a un casque germanisant, disons. Pareil, c'est un peu... là, c'est censé être une Valkyrie, donc c'est un personnage mythique. On s'attend pas forcément à avoir une tenue 100% historique. C'est un peu dommage parce que je pense qu'on aurait pu faire mieux. Bon, il y a quand même le cygne qui est un animal qui est souvent utilisé pour parler des Valkyries, donc très bien. Les paragnathides comme ça, les protège-joues, c'est complètement abandonné à l'époque viking. Ça n'existe plus réellement chez les peuples germaniques à l'époque. Pas à ma connaissance en tout cas. Cela dit, il y a un truc qui existe et qui est sur la broche qu'elle a tout à fait en dessous, donc en dessous de son menton ici, qui est une repro d'une broche retrouvée à Birka, même s'il me semble que l'original est plus grande que ça, et il me semble qu'elle est retrouvée dans l'autre sens aussi. Mais c'est une broche qui existe. Et voilà, c'est tout pour Le Roi Lion, version scandinave. Ça promet d'être beau, ça promet d'être un super film. Historiquement, c'est quand même pas mal. Et je comprends pourquoi ça a tellement fait parler. C'est que vraiment, il y a des super bonnes choses, des choses un peu moins bien. Mais voilà, il y a quand même pas mal de bonnes choses à tirer pour voir les costumes et les choses comme ça. Et en tout cas, c'est beaucoup plus proche de l'historique que ce qu'on retrouve sur les séries type Vikings et tout ça. Donc très bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi en tout cas j'ai hâte de voir ce film, rien que pour son réalisateur et son cast, ça promet d'être un bon film. Et il faudra voir, peut-être que historiquement tout ce que j'ai dit là sera en fait justifié, je ne sais pas. Dans tous les cas, si vous avez des sources que moi je n'ai pas, je vous le répète, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, parce que comme ça aide ceux qui se poseraient des questions, et puis j'aime bien découvrir des sources aussi, donc ça me fera plaisir. Comme d'habitude, les meilleurs soutiens de la chaîne, ce sont ceux qui commentent et qui partagent les vidéos. Bien sûr aussi, vous pouvez soutenir la chaîne financièrement. Merci beaucoup aux tipeurs qui me soutiennent énormément, surtout en ce moment, donc cœur sur vous. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez voir d'autres vidéos sur la reconstitution historique, sur aussi des réactions à des trailers ou des contenus comme ça numériques. Je vais bientôt faire Vikings Valhalla. Et sur ce, portez-vous bien et à la prochaine. Salut!